Salue tout particulièrement des élus également et des entrepreneurs, bien sûr. Je vous salue tous. Merci de votre présence et merci pour l'invitation à participer au Smart Cities and Countries Congress. C'est un événement qui a pris une ampleur majeure alors que nous en sommes à la 2e édition. C'est dire l'importance des sujets qui nous réunissent pendant ces 3 jours. Vous êtes, pour certains, venus de loin pour en discuter et vous représentez tous, soit à titre de décideurs politiques ou économiques, les acteurs des villes et des territoires de demain. Et ces territoires de demain, ce sont de plus en plus les territoires d'aujourd'hui. Alors ensemble, nous allons faire de Paris, pendant 3 jours, la capitale de ces villes et territoires dits intelligents. Donc je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir ici au nom du gouvernement et représentant également Laurent Fabius qui n'a pu être présent cet après-midi et qui s'en excuse. Alors je suis venue pour vous expliquer la vision qui est celle du gouvernement des enjeux qui sont face à nous pour une gestion plus intelligente des territoires et de la réponse que les pouvoirs publics y apportent dans notre pays. D'abord, le numérique et l'innovation plus globalement, c'est un outil pour les villes et pour les territoires afin de les gérer mieux, de façon plus collaborative, plus participative. La grande diversité de vos pays d'origine renforce la nécessité qui est commune que nous avons tous aujourd'hui de prendre en compte les profonds bouleversements qui sont engendrés par le numérique et qui transforment nos villes. Ces bouleversements, il me semble, intervenir à 3 niveaux. D'abord, en ce qui concerne la gestion des ressources, face aux besoins d'une population de plus en plus urbanisée, aujourd'hui c'est 54% de la population mondiale qui vit dans les zones urbaines et il est estimé que ce chiffre s'élève à 66% en 2050. Bien, il ne s'agit pas en matière de gestion des ressources énergétiques de faire plus, mais de faire mieux. La gestion de ces réseaux, elle était centralisée et unidirectionnelle. La production répondant à des besoins identifiés en matière de consommation, et bien cette gestion désormais et demain plus encore, elle sera plus répartie, plus décentralisée et multidirectionnelle. En somme, l'énergie de nos villes et sa gestion s'apparentent de plus en plus à la manière dont le web a été construit et dont il continue de se développer. Au-delà de l'énergie, face à ce changement de paradigme fondamental, on se rend compte que l'ensemble des ressources qui sont consommées, comme l'eau par exemple, qui sont produites, comme les déchets, l'ensemble des flux, finalement, comme celui de la circulation automobile, sont de plus en plus finement évalués, analysés grâce à une multitude de technologies, en particulier de capteurs et d'objets connectés. Et sont analysés car nul doute que l'un des secrets des villes intelligentes réside justement dans notre capacité à rendre intelligibles et prédictives ces données, à les faire parler finalement, à les rendre savantes, smart. Le numérique, c'est aussi un outil particulièrement puissant pour soutenir le développement des villes et des territoires collaboratifs. Je pense en particulier à certaines pratiques qui se développent et qui privilégient l'utilisation d'un bien, son utilisation plutôt que son achat, et qui favorisent le partage et l'utilisation de capacités identifiées comme non utilisées. C'est vrai pour les outils de jardinage, par exemple, pour les routes, pour les entrepôts de stockage, pour les potagers qui sont partagés, parfois connectés, pour les vélos. On voit bien que les circuits d'utilisation des produits et des services tendent à se modifier. Et ces innovations, elles sont portées souvent par des entreprises, des jeunes pousses, qui soutiennent le développement de mobilité alternative en particulier. La France a quelques exemples à mettre en avant en ce domaine. Blablacar, que vous connaissez certainement pour le covoiturage entre particuliers, mais aussi Drivey, pour l'échange de voitures entre particuliers aussi, qui sont 2 champions français, désormais européens, peut-être demain mondiaux, qui portent
fièrement les couleurs de ce que l'on peut appeler l'économie contributive à la française. Et le secteur public n'est pas non plus en reste, puisque charge à lui de mettre en place des partenariats innovants avec le secteur privé, comme l'a fait par exemple la ville de Paris qui nous accueille aujourd'hui. D'abord avec l'exemple connu du Vélib, les vélos partagés, puis avec les voitures partagées, vous les avez peut-être croisées dans les rues de Paris. Demain avec les scooters partagés, le Scootlib. On pense aussi au Pass Navigo unique qui intègre désormais une nouvelle puce qui pourra accueillir des applications susceptibles d'offrir des usages et des services nouveaux aux 4 millions d'utilisateurs de cette carte de transport pour toute la région francilienne. Il est très important de ne pas opposer le monde de l'entrepreneuriat, le secteur économique au secteur public, spécifiquement dans ce domaine des smart cities, parce que l'avenir, on le voit, on le sait, il est dans les partenariats innovants. Je dirais même plus, il est sans doute dans la capacité qu'auront les pouvoirs publics à intégrer au sein même de leurs institutions des manières de produire, de penser qui sont propres à certaines start-up, d'où l'idée en France sur laquelle nous travaillons au sein du gouvernement de créer des start-up d'État, des incubateurs à même de répondre rapidement avec le soutien de développeurs à des problèmes très concrets qui touchent la vie quotidienne de nos concitoyens, identifiés par des villes et des territoires. Et puis on parle beaucoup de villes, mais il se trouve que la France est aussi un pays rural et que les initiatives qui naissent dans les zones plus rurales et dans les zones périurbaines sont souvent très innovantes. Il faut sans doute les regarder de plus près. Je pense par exemple à la marche des élus pour revendiquer les innovations dans les villages connectés. Donc les villes sont intelligentes, mais les villages peuvent l'être aussi. C'est important car l'avenir de la ruralité pour notre pays, il passera par le numérique, il passera par la connexion et par la capacité à mettre en réseau les habitants au sein des zones, des zones rurales et des campagnes. Un des moyens de prendre en compte l'intelligence de ces villes, bien finalement, c'est de stimuler le pouvoir d'agir des habitants. Parce que, est-ce que ce sont les villes qui sont intelligentes? Oui, bien sûr, avec les capteurs et les objets qu'on y place, avec la virtualisation des réseaux, mais c'est aussi par la capacité qu'ont les entrepreneurs et les citoyens de se saisir de ces technologies pour augmenter leur pouvoir et leur capacité d'agir. Et cela nécessite notamment de continuer le travail déjà entrepris par l'État et par les autorités locales d'ouverture des données publiques, ce que en anglais on appelle l'open data. Et c'est la raison pour laquelle je porterai un projet de loi qui comportera un volet important sur les données pour créer une économie de la donnée. Et outre le renforcement de l'ouverture des données publiques, ce texte doit permettre la création d'un cadre incitatif pour l'ouverture d'un nouveau type de données que l'on pourrait appeler les données d'intérêt général, les DIG. Il s'agit d'ouvrir les DIG à l'innovation dans les territoires, qui sont des données détenues par des acteurs privés, mais dont l'utilisation, si elle est plus collective, si elle est faite par la communauté, peut relever de l'intérêt général. Donc on le voit bien sur ces différents aspects, qu'il s'agisse de la gestion des ressources, des pratiques collaboratives et participatives. Le numérique, il est porteur d'une promesse qui est particulièrement féconde pour les villes. Encore faut-il parfois dépasser une tension qui peut être présente. Le numérique, il reste un outil au service de choix politiques. Et dans ce domaine, la tentation est grande, pour paraphraser un chercheur américain qui s'appelle Evgeny Morozov, de croire qu'il suffit de cliquer pour trouver la solution. Cliquez ici pour résoudre le problème comme par magie de l'ensemble des difficultés urbaines et territoriales. La critique, elle n'est pas nouvelle. Déjà Rabelais
qui était un médecin français, aussi écrivain et philosophe sous la Renaissance, disait, en observateur attentif du développement de l'imprimerie, qu'il n'y a pas science sans conscience n'est que ruine de l'âme. À l'heure du numérique, la devise reste très vraie. Et puis je dirais même science sans gouvernance et donc sans politique n'est que ruine de l'âme. Et c'est là que réside un des défis à venir pour construire ces villes de demain et afin qu'elles ne soient pas des utopies assimilables à des monstres froids de technologie, mais incapables en définitive de se mettre au service des habitants. Eh bien, il faut une appropriation des enjeux, une sensibilisation et un numérique pour tous, d'où l'idée de s'appuyer aussi sur l'intelligence collective. Alors pour y parvenir, nous avons des acteurs en pointe dans ce domaine. Et leur diversité forme un écosystème. Alors, de ce monde du numérique, la notion d'écosystème est importante, mais elle doit certainement s'élargir parce que faire écosystème, c'est former un collectif. Et c'est cette capacité de faire primer le collectif sur le particulier qui doit l'emporter. L'écosystème, il est notamment doté de start-up emblématiques dans des domaines variés. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir le plaisir d'en citer quelques-unes pour illustrer la capacité d'innovation dans les territoires. Energency, par exemple, qui est dédié à l'analyse de la consommation énergétique industrielle et à l'étude de gisements d'économie. Kivivo, qui est un thermostat connecté qui permet de contrôler à distance la température d'un bâtiment, qui reflète d'ailleurs la force de la France en matière d'objets connectés. Green Creative, qui est une solution innovante de poubelles connectées pour faciliter le tri et le conditionnement de déchets. Plume Lab, qui est un outil, pour le moment une application mobile, qui permet à chacun de s'informer sur le niveau très précis de pollution de l'air dans sa ville, grâce notamment à l'accès à des données publiques à travers le monde, et ainsi d'adapter ses comportements. Vais-je faire un jogging ou vais-je sortir mon bébé avec sa poussette en fonction de ce niveau de pollution au quotidien. En matière de nouvelle gouvernance, il y a aussi Fluicity, qui renouvelle profondément le lien entre les élus locaux et les habitants pour permettre aux citoyens d'être mieux informés de l'actualité locale et mieux consulter lors de la prise de décision. Je parle de start-up, je pourrais aussi vous parler des grands groupes. La France dispose de plusieurs fleurons industriels qui ont une dimension multinationale et souvent ces leaders mondiaux sont aussi au service des collectivités de solutions nouvelles pour inventer les villes intelligentes. Ils ont, j'avais envie de dire enfin saisi l'ampleur de la transformation numérique à laquelle ils font face et ils commencent à comprendre que cette transformation, elle passe pour eux-mêmes par l'établissement de relations plus ouvertes, plus partagées au sein d'un écosystème, notamment composé des start-up et des décideurs publics. Et donc, cet engagement de la part des grands groupes industriels, il se traduit de plusieurs manières. Ça peut être un soutien financier. Je pense en particulier à EDF qui a créé un fonds d'investissement de capital risque dédié qui s'appelle Electranova. On peut aussi penser à la mise en place de lieux d'incubateurs pour accueillir l'émergence de solutions nouvelles. GDF Suez l'a fait en mars dernier, de créer un tel incubateur. Et puis à RTE, le réseau de transport électricité, qui a lancé un concours à idées, qui doit là aussi permettre d'aller puiser des sources d'idées et d'innovation en externe. Alors le rôle des pouvoirs publics, c'est de soutenir cette innovation et de soutenir la transformation numérique de l'industrie. Le soutien à l'innovation, lorsqu'elle émane des startups, nous l'avons fait en créant le label de la French Tech, qui a suscité une mobilisation collective de tous les acteurs privés, les entrepreneurs comme les acteurs publics et en particulier les collectivités locales. Donc le pari a été tenu et je dois dire que l'engouement a été extraordinaire dans les territoires. Il a permis de labelliser 13 métropoles qui véritablement forment des écosystèmes actuels mais aussi à fort potentiel de croissance et qui donc entraînent dans leur sillon toute une série de potentiels d'innovation.
J'en ai cité quelques-unes de ces entreprises, mais je crois qu'elles sont largement représentées dans la Startup Alley que je vous invite à aller visiter. Et puis, il faut aussi avoir une vision plus globale, qui est une vision plus industrielle. Et c'est la raison pour laquelle, avec Emmanuel Macron, nous sommes entrés dans la deuxième phase de ce que nous avons appelé les plans de la nouvelle France industrielle, lancés le 18 mai dernier autour d'un projet, l'industrie du futur. Les Allemands parlent de l'industrie 4.0, nous parlons d'industrie du futur, mais au fond, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est d'assurer la transformation numérique des organisations de travail, des modèles d'affaires, des entreprises industrielles et d'apporter 9 solutions industrielles, notamment une totalement consacrée à la ville durable et aux smart grids. Alors, concrètement, et grâce à des financements publics qui proviennent du PIA, le programme d'investissement d'avenir, nous avons pu structurer la filière avec la création de l'association Smart Grids France. Nous avons avancé sur le déploiement ciblé à grande échelle d'un démonstrateur intelligent qui réunit les différents partenaires industriels impliqués. Et puis nous soutenons des projets ambitieux menés localement par des collectivités comme par exemple les projets SoGrid à Toulouse ou encore Smart Electric à Lyon. Et puis pour la French Tech, nous sommes entrés dans la phase 2 qui est celle de l'accélération de l'internationalisation. J'ai labellisé cet été le premier French Tech Hub à l'étranger, un peu comme les métropoles en France, simplement les startups s'exportent et c'est la ville de New York qui est devenue le premier French Tech Hub. Et puis d'autres labellisations viendront dans les 5 continents. Et pourquoi dans les 5 continents? Parce que, notamment dans le secteur des villes intelligentes, je suis persuadée que si aujourd'hui le pool d'innovation y bat à San Francisco, à New York, à Londres, à Berlin, eh bien, de plus en plus, les nouvelles centralités d'innovation, en tout cas, se décentralisent et elles se créent, se voient dans d'autres continents, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et c'est là que les enjeux en termes de smart grids sont les plus forts. Je ne doute pas que les pays du Sud font face pour faire face à des défis urbains énormes, vont réfléchir et adopter des raccourcis technologiques de manière très intelligente par rapport à des trajectoires plus longues et plus classiques qui ont été prises par les pays du Nord. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai lancé avec Annick Girardin, qui est la secrétaire d'État au développement et à la francophonie au sein du gouvernement, un plan qui s'appelle Sud et numérique, qui est destiné à soutenir les partenariats économique entre la France et les pays du Sud et à faire en sorte que le numérique soit un facteur au service du développement économique et de la francophonie. Et puis ce plan, il a été mis en œuvre dans une démarche très ouverte, très co-construite avec l'ensemble des acteurs impliqués. J'aimerais en profiter pour remercier Paul Sidbon, qui est d'abord l'un des organisateurs de l'événement qui nous réunit aujourd'hui, mais qui est aussi très impliqué dans toutes ces initiatives. Merci Paul. Alors, comment être devant vous sans parler de la COP 21 ? Le gouvernement a décidé, sous l'égide du président de la République, personnellement très impliqué dans les enjeux climatiques, de mettre toute sa politique au service des solutions innovantes qui peuvent aider à assurer la transition écologique. Cet événement majeur, il aura lieu dans 3 mois. Ici, à Paris, il sera lancé officiellement le 10 septembre prochain par le président de la République au Palais de l'Élysée. Nous avons tous un rôle à jouer, je dirais même plus, nous avons une responsabilité collective à exercer. Et puis pour ceux qui travaillent plus spécifiquement dans le domaine du numérique, nous savons que le numérique, il consomme 10% de l'électricité mondiale. Les data centers, les centres de stockage des données à eux seuls en consomment 2%. Or, l'innovation, elle doit être mise au service du développement durable. Vous connaissez peut-être le penseur Jérémy Rifkin. Et comme lui, je crois que la croissance verte, d'une part, et la révolution numérique, de l'autre, sont les principaux membres d'une équation complexe qui nous a fait entrer dans l'ère de la 3e révolution industrielle. Donc, la French Tech se met au vert pour préparer la COP 21 et je ferai en sorte
pour mon domaine que cet événement soit l'occasion de montrer tout le potentiel des possibles, toutes les opportunités, notamment économiques, qui pourront se créer en matière de technologie au service de cette croissance durable. Voilà, les prochaines échéances qui nous attendent seront mobilisatrices tant pour les pouvoirs publics, États, gouvernements, collectivités locales que pour le secteur privé, petites entreprises, moyennes, ETI et grands acteurs industriels. Il nous faudra être présents à ces rendez-vous. Vous l'aurez compris, vous pouvez compter sur la détermination du gouvernement. Je vous souhaite d'excellents travaux et vous remercie de votre attention. Merci.